BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Merci d'être là ce matin à mon micro pour répondre à mes questions. Vous êtes l'ancien commissaire européen, bien sûr. Vous étiez commissaire européen au marché intérieur. Aujourd'hui, à Istanbul, il y aura des Européens, il y aura peut-être Volodymyr Zelensky, s'il va tout de même attendre un Vladimir Poutine qui a déjà annoncé qu'il n'irait pas. Est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine continue de se jouer, de se rire de nous tous? Je voudrais vous interroger d'abord sur les mots qui ont été utilisés hier à ce même micro, entre 9h et 10h. Mon invité, c'était le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il a dit: nous allons prendre des sanctions que nous sommes en train de préparer, qui seront véritablement dévastatrices contre Moscou. Est-ce que ça veut dire que tout le boulot que vous avez fait, que les uns et les autres ont fait depuis 3 ans, n'était pas vraiment dévastateur? Non, le travail qui a été fait depuis 3 ans a été absolument essentiel pour accompagner d'abord l'Ukraine. C'était pas rien quand même d'être aujourd'hui le premier contributeur à l'aide à l'Ukraine. Je dirais tous secteurs confondus. La défense, l'aide humanitaire, le soutien également économique. C'est pas rien quand même de ce que nous avons fait et de ce que nous avons fait collectivement, nous tous Européens. Et il faut qu'on en soit conscient. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'évidemment cette guerre, bien sûr, c'est une guerre qui est absolument scandaleuse au regard évidemment du droit international, mais cette guerre également, elle nous concerne nous Européens. Alors maintenant, il y a eu le 17e. On a effectivement passé hier le 17e. Européenne. Oui, très bien. Et ça va continuer. Il y en a un 18e qui est en préparation. Mais ça, je dirais, c'est normal compte tenu du fait que aujourd'hui, l'agresseur, c'est Vladimir Poutine et que rien ne semble vouloir l'arrêter. Mais ma question n'est pas le fait que ce soit normal ou non que vous preniez ces sanctions. C'est que je me souviens, à ce même micro, en 2022, en mars 2022, le ministre de l'économie de l'époque, Bruno Le Maire, avait dit devant moi: nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Chaque sanction avait normalement pour objectif, chaque train de sanctions avait normalement pour objectif de décourager Vladimir Poutine de cette guerre et de lui mettre une telle pression qu'il soit obligé de rendre les armes. Oui, madame, si vous voulez me faire dire que les sanctions vont arrêter la guerre, je vous dis tout de suite non. Les sanctions n'arrêteront pas la guerre. En revanche, que les sanctions aujourd'hui, qui sont quand même légitimes, pardon, mais enfin, cette guerre... Ce n'est pas ça que j'interroge, Thierry Breton. J'entends. Les sanctions, encore une fois, elles accompagnent... C'est simplement, est-ce que ce n'est pas des coups d'épée dans l'eau? Les sanctions, non, c'est un ensemble, c'est un paquet complet, aujourd'hui, de démarches, une démarche globale, cohérente, soutien, sanctions. Est-ce qu'elles ont affaibli ou isolé, en tout cas économiquement, plus la Russie qu'elle ne l'était, bien entendu? Est-ce qu'aujourd'hui, la Russie ne fonctionne uniquement, ou quasi uniquement, à travers son économie dite de guerre? Et là, c'est pas un vain mot, c'est vraiment une économie de guerre aujourd'hui qui fait tourner la Russie. Est-ce que la Russie souffre d'un prix du baril qui est très inférieur à ce qu'il était auparavant? Bien entendu. Donc est-ce que la Russie souffre économiquement? Je m'en réjouis pas, mais enfin c'est un constat. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, du reste, et c'est peut-être la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que Vladimir Poutine a besoin de la guerre encore, y compris pour se maintenir? Je ne suis pas loin de le penser. Donc, il a intérêt à ce que la guerre se poursuive. Je ne suis pas loin de le penser, et c'est donc la raison pour laquelle il faut par tous les moyens créer une coalition la plus large possible pour le contraindre. On a vu comme c'était difficile. On a vu comme c'était difficile de remettre les États-Unis avec nous sur cette question, alors qu'il l'était évidemment massivement avant l'arrivée du président Trump. Il y a eu évidemment, comme on dit en jargon politique ou diplomatique, des bougées. On l'a vu, en particulier lors de la visite à Kiev du week-end dernier des 4 membres de la coalition de volontaires. Je fais allusion évidemment à Emmanuel Macron, à Keir Starmer, à Friedrich Merz et à Donald Tusk. Bien sûr. Est-ce que ça suffit? Non. Est-ce qu'il faut accélérer? Oui. On en est au 17e paquet de sanctions. Je l'aurais dit, il ne faut pas donner le sentiment que c'est parce qu'on va avoir un 18e que ça va s'arrêter. Mais tant que lui continuera, il faudra que nous continuions. Thierry Breton, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. On reviendra évidemment dans un instant aussi sur l'aspect économique de l'arrivée de Donald Trump, sur la question aujourd'hui des débouchés économiques et des négociations commerciales. Mais lorsque vous évoquez ces 4-là,
Au fond, ça n'est plus dans le cadre de l'Union européenne que ça se joue. Oui, vous avez parfaitement raison. Et d'abord, je regrette que l'Union européenne ait quasiment disparu de ces négociations. On avait imaginé, lors de la commission précédente, que la Commission européenne devait jouer un rôle géopolitique. On appelait ça la commission géopolitique. On voit qu'aujourd'hui, la commission n'est absolument plus géopolitique. Au fond, ça n'a jamais vraiment été non plus son rôle si on se réfère au traité. Mais de là à être totalement absente, y compris donc dans des discussions, y compris dans celle qu'il y a eu en Pologne ce week-end dernier, eh bien oui, je suis de ceux qui le regrettent, parce que, encore une fois, la Commission européenne, elle représente certes uniquement les aspects industriels, en particulier de défense, mais enfin c'est pas rien d'avoir les moyens, de se donner les moyens de nous coordonner pour augmenter nos capacités de défense et en particulier nos capacités d'augmentation de production industrielle. J'aimerais comprendre aussi ce qu'il se joue dans ce collectif de l'Union européenne. Lorsque vous avez vu, vendredi dernier, sur la place rouge, Robert Fico, c'est le Premier ministre slovaque. Il était à Moscou pour ce jour de démonstration de force militaire sur la place rouge, ostensiblement aux côtés de Vladimir Poutine. Non, mais absolument. Je trouve ça particulièrement choquant. Il fait partie évidemment des 27. Il connaît parfaitement, encore une fois, la position, qui est la position des 27. Robert Fico est le seul à y être allé. Bon, c'est évidemment son droit souverain, hein, donc on va pas le contester pour ça. Mais ça en dit long. Il est très critiqué maintenant en Slovaquie et à Bratislava, je peux vous le dire, très critiqué. On verra bien. Il y a des manifestations qui commencent à... Vous noterez également qu'il partage évidemment, je dirais, cette ambiguïté entre Poutine et Trump, avec un de ses collègues. Je fais allusion à Viktor Orban, mais vous noterez que Viktor Orban ne s'est pas rendu. Exactement. Donc ça veut dire que, quelque part, en politique, l'expérience, ça paye, quelles que soient, encore une fois, ses options. Vous voulez dire que c'est une erreur de débutant de la part de Robert Fico ? En tout état de cause, il faut s'interroger pourquoi, alors que Viktor Orban est encore plus vocal que lui sur ces questions, il n'y est pas allé. Mais ma question, c'est tout de même... La réponse est simple, Apolline de Malherbe. Parce que, évidemment, tous les pays membres de l'Union ont besoin de l'Union. Alors, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent à leur opinion, mais à la fin, ils en ont besoin. Et Robert Fico en aura besoin aussi. Mais a-t-il encore sa place dans l'Union européenne ? Bien sûr. Comment on fait pour se mettre d'accord, pour tenir le discours que vous tenez aujourd'hui, vous qui incarnez quand même l'Europe encore aujourd'hui aux yeux des Français, et devoir composer avec ceux qui vont ostensiblement aux côtés de Vladimir Poutine pour ce jour du 9 mai. Et Madame de Malherbe, nous sommes une grande démocratie continentale. Nous avons un Parlement européen qui représente nos 450 millions de concitoyens. Ils pensent pas tous pareil. Et quelque part, quand on leur soumet des textes, ils votent. Nous avons également un Conseil européen. C'est un peu l'équivalent pour nos auditeurs du Sénat, qui représente les États. On n'est pas un État fédéral. Mais par contre, sur les colégislations, on fonctionne sur un système bicaméral. Eh bien, voilà, dans notre Sénat européen à nous, je mets des guillemets, oui, il y en a qui pensent différemment, mais à la fin, on prend les décisions. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, pour peu évidemment qu'il respecte les traités. Et c'est à ça qu'il faut être très, très, très attentif. Et je le dis, le respect des traités, le respect de la gouvernance est absolument essentiel dans les périodes critiques et historiques que nous vivons. Lorsque vous voyez les réarmements mis en place aujourd'hui par les différents pays européens, notamment l'Allemagne, qui jusqu'alors, et lorsque vous étiez encore commissaire européen, brandissait sans cesse les règles budgétaires qui ne laissaient pas déraper le budget, y compris pour des questions aussi majeures que des questions de réarmement. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui ? Est-ce que la souveraineté européenne, on s'en donne véritablement les moyens ? On sait par quoi elle va passer. Elle va passer par une autonomie en matière de défense. Et aujourd'hui, c'est clair, on dépend beaucoup trop encore des États-Unis. Et on le voit. Donc aujourd'hui, toutes les gesticulations diplomatiques, appelons-les comme ça, auxquelles nous assistons, elles ont un but, Apolline de Malherbe. C'est de ramener les États-Unis avec nous. Celui qui est au centre du jeu, qu'on le veuille ou non, que ça fasse plaisir ou non, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump parce que c'est lui qui fait basculer. Y compris, par parenthèse, dans les autres négociations qu'il y a. Donc on voit bien que pour nous, tant que nous aurons cette dépendance excessive,
eh bien, on ne sera pas souverain. Donc oui, c'est absolument indispensable. Ce que, à mon niveau, j'avais commencé à faire avec force, pour les satellites, pour les constellations, pour les munitions, pour l'ensemble du réarmement européen dans sa base industrielle. Oui, c'est absolument essentiel aujourd'hui d'accélérer. Alors, on peut se réjouir, il faut se réjouir que, je dirais, enfin, l'Allemagne corrige cette espèce de situation anormale dans laquelle elle était depuis notamment depuis le début des années 2000, où elle ne dépensait que 1% de son PNB pour la défense. Il fallait monter à 2. C'est fait maintenant. Ils ont pris la décision. Il faut s'en féliciter. C'est 500 milliards d'euros qui vont être mis sur la table. Notre souveraineté, comme vous dites, elle est essentielle. Ne pas dépendre des États-Unis. Alors, on vient d'en parler sur l'armement, mais quand vous entendez hier qu'une entreprise comme Sanofi annonce qu'elle va investir 20 milliards de dollars aux États-Unis, est-ce qu'au fond, les États-Unis ne sont pas en train de gagner leur pari, c'est-à-dire attirer les entreprises européennes là-bas? Il ne faut pas être naïf. L'ensemble des projets que vous voyez, Apolline de Malherbe, ils ne sont pas nés en un claquement de doigts. Et je crois que Donald Trump est maintenant en place depuis 100 jours. On ne met pas 100 jours pour prendre une décision d'investissement, surtout des investissements de cette nature. Pour une entreprise, j'ai été chef d'entreprise, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc tous les investissements que vous voyez maintenant aux États-Unis, il est évident. C'est pas une victoire de Donald Trump dont il pourrait se targuer. En tout cas pas maintenant, c'est trop tôt. Ils sont en fait l'héritage de quoi? De Biden. Il faut appeler un chat un chat. Vous vous souvenez ce fameux IRA, Inflation Reduction Act, c'est-à-dire le programme qui nous avait beaucoup choqué du reste. Vous voyez, ça date pas de Donald Trump. On est plus facilement choqué par Donald Trump qu'on aurait dû l'être par Joe Biden. J'avais été extrêmement vocal. J'avais même décidé d'annuler une réunion aux États-Unis. Ça m'avait valu quelques problèmes parce que j'estimais que c'était tout à fait inadmissible. Mais ce que vous dites, Thierry Breton, c'est qu'on n'avait pas été prévenus. On a tendance à faire de Donald Trump le coupable idéal, au fond. Non, mais vous savez, Donald Trump. Vous voulez en parler à longueur de plateau, on voit très bien comment il agit. Il pose souvent des questions qui ne sont pas des questions fausses. Quand il dit que les États-Unis étaient devenus trop dépendants de la Chine, c'est vrai. Quand il dit que les États-Unis sont trop désindustrialisés, il faut voir ce qui se passe dans la Rust Belt. Maintenant, la méthode, là on peut la critiquer. Mais quand Emmanuel Macron, au lendemain des annonces de Donald Trump sur les droits de douane, s'est adressé aux entrepreneurs français en les appelant à geler leurs investissements aux États-Unis. Il n'a pas été entendu. Cette annonce de Sanofi hier montre que... Mais parce qu'encore une fois, il y a le rythme et la vie des entreprises, et puis il y a les rythmes politiques. Il faut faire très attention de ne pas mêler les deux, sauf que dans les négociations commerciales que nous avons aujourd'hui, il y en a 3. Il y a les négociations pour discuter sur ce fameux 10%. Il faut voir, on se demande pourquoi. Il y a ensuite les négociations industrielles. Il a mis 25% de droits de douane sur certains secteurs. Et évidemment, il s'apprête à en mettre, on le sait, sur l'automobile c'est fait, les semi-conducteurs. Maintenant, évidemment, la santé, donc c'est aussi pour ça que certains bougent. Mais ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir négocier, encore une fois, avec les États-Unis, on est un marché de 450 millions de consommateurs, 1,5 fois le marché américain. On est 1,5 fois plus gros que les États-Unis en termes de marché et de population. Il faut évidemment arriver de façon agrégée. Donc l'idée, ou je dirais la situation idéale, c'est non plus que les entreprises viennent en ordre dispersé, mais c'est de dire, vous avez vos projets, c'est légitime. Et c'est pas du tout à l'État ou à quelque État de les contester ou d'en discuter. En revanche, venons plutôt grouper, plutôt d'y aller un par un. Vous trouvez que la méthode n'est pas la bonne? Mais non, ce que je veux dire, c'est que quand vous arrivez dans le bureau ovale et que vous pesez 10 investissements de Sanofi parce qu'ils ont été pris ici ou là, vous pesez différemment. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça, Apolline de Malherbe, que Donald Trump comprend les rapports de force, y compris quand ils sont positifs. On n'entend plus beaucoup Elon Musk, d'ailleurs. Ah oui, vous l'avez constaté, moi aussi. Peut-être que ça fait plaisir à ses actionnaires, ou peut-être du reste que ceux-ci lui ont demandé qu'il parle plus à ses salariés, à ses clients qu'à nous, par exemple. Donc finalement, il vous a lâché un peu parce qu'il était sur toutes les, d'ailleurs, y compris les interventions, il tweetait sur vos interventions ici, au micro de BFM, d'RMC. Écoutez, dans la mesure où je me prononce pas sur ces affaires, effectivement, que maintenant il est, je l'espère en tout cas pour ses actionnaires, focalisé à 100% sur son travail. Chacun son rôle. Vous estimez que chacun son rôle? J'estime que c'est très difficile d'être à la fois chef d'entreprise, qui plus est chef de 4 entreprises, et également homme politique. En tout cas, chez nous, en Europe, on sait pas faire ensemble. On peut faire séquentiellement, en prenant soin
de préserver la transparence, de préserver la rigueur, de préserver la déontologie, ce qui n'est peut-être pas le cas partout, en particulier aux États-Unis, mais on ne sait pas le faire en tout cas en même temps. Une question sur le cri des patrons de Stellantis et de Renault, vous les avez entendus. Là, pour le coup, ils disent pas c'est la faute des États-Unis ou de je ne sais qui, ils disent c'est la faute de l'Europe. Ils disent en Europe, aujourd'hui, on a tant de normes, tant de règles, tant de cahiers des charges que l'on ne peut plus produire à des prix compétitifs en Europe. Et ils appellent les membres de l'Union européenne, les responsables de l'Union européenne à laisser les entreprises travailler. Comment vous avez perçu, comment vous avez entendu ce cri conjoint de deux personnes qui sont pourtant concurrents, mais qui se mettent ensemble là-dessus? Mais ils ont parfaitement raison, et ça ne date pas du reste des deux patrons de Stellantis et de Renault. Ils ont raison. On se bat et on s'est battu précisément pour réduire le nombre de normes aujourd'hui qui entravent une partie très importante de l'activité industrielle européenne. Même si je rappelle en permanence que ces normes, elles sont pas nées d'un bureau obscur d'un technocrate ou bureaucrate bruxellois. Elles sont nées de notre, on en parlait tout à l'heure, de notre démocratie. Ce sont les parlementaires européens qui les ont votées, c'est le Conseil européen et les États qui les ont votées. Donc généralement, à la base, il y avait sans doute une idée qui était peut-être pas une idée saugrenue, de préserver par exemple l'environnement, de préserver la qualité au travail, d'avoir aussi la réciprocité maintenant vis-à-vis des pays qui n'ont pas également les mêmes normes. Mais il y en a trop. Donc il faut maintenant évidemment simplifier au maximum, et ils ont raison. Ce matin, Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, qui était mon invité à 7h40 sur RMC, appelle à nouveau à la mobilisation. Dès le 26 mai, des agriculteurs, il dit les promesses qu'on nous avait faites n'ont pas été tenues, et notamment sur la question des normes, notamment sur la question du stockage de l'eau ou des néonicotinoïdes. Il dit nos voisins allemands, espagnols peuvent y avoir recours, nous non, c'est donc une concurrence déloyale. Est-ce que c'est un problème quand nous allons plus loin que l'Europe ne va? Bien sûr, c'est un problème, et c'est la raison pour laquelle moi je suis plutôt pour les règlements. Les règlements, dans notre jargon européen, ce sont des lois qui s'appliquent à tout le monde en même temps. Les directives, il y a disons un cadre général, et ensuite chaque État peut l'adapter. Et évidemment, c'est là où on voit des différences. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut limiter le nombre de directives qui pénalisent. Et il a raison, qui pénalise aujourd'hui l'agriculture française par rapport à ses concurrents. Vous savez, c'est un travail qui ne doit jamais cesser. Alors il y a des crises, et donc à ce moment-là, on les met sur le devant de la table. Il faut évidemment que entre deux crises, puisque c'est ce dont on parle ce matin, eh bien le travail se poursuive. Donc oui, le travail n'est pas terminé aujourd'hui sur l'agriculture française. Il faut absolument le poursuivre. Thierry Breton, je voudrais que vous écoutiez les mots de Keir Starmer, c'est donc le Premier ministre britannique. C'était cette semaine un grand discours sur les questions d'immigration et de travail. Nous risquons de devenir une île d'étrangers et non une nation qui avance ensemble. Nous publions aujourd'hui un plan d'action sur l'immigration, une stratégie absolument centrale dans mon programme pour le changement, qui permettra enfin de reprendre le contrôle de nos frontières et de tourner la page d'un chapitre sordide de notre vie politique, de notre économie et de notre pays. Il veut refermer les frontières, comme le fait aussi l'Allemagne. Les patrons disent l'inverse. Ils disent on a besoin de cette main-d'œuvre. Ils disent même que le travail est un des moyens d'intégration. Qui croire? Qui suivre? Alors évidemment, Keir Starmer parle d'une situation qui est une situation qui a été, je dirais, extrême dans un cas comme dans l'autre, dans un sens comme dans l'autre en Grande-Bretagne. Et c'est vrai que ce sujet est un sujet qui devient éminemment sensible. Tu restes pour l'ensemble, vous le rappelez à l'instant, de nos concitoyens. Hein. C'est pas un sujet qui est un sujet à traiter d'un revers de la main. Donc politiquement, on comprend parfaitement pourquoi il le fait. Maintenant, économiquement, l'immigration économique, ça a toujours existé, ça continuera à exister. Il suffit encore une fois de se donner les moyens de le faire un petit peu mieux, de le faire accepter aussi par toutes, je dirais, les strates politiques de nos États. Bien sûr qu'on va continuer à avoir un besoin d'immigration, c'est une évidence. Bien sûr aussi, dans le monde dans lequel nous sommes, il faut davantage la contrôler, c'est une autre évidence. Et bien voilà, c'est ça la dualité aujourd'hui, la responsabilité des hommes politiques, c'est exactement ce que vient de dire Keir Starmer. Merci Thierry Breton d'être venu répondre à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Vous êtes l'ancien commissaire européen, il est 8h50.